Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est un triste record que détient la Suisse romande et plus particulièrement le Pays de Vaud. Entre le 15e et le 17e siècle, sur ce petit bout de territoire, on a traqué comme nulle part ailleurs le crime de sorcellerie. 2000 personnes y ont été brûlées pour ce crime imaginaire. 2 tiers d'entre elles étaient des femmes. Alors pourquoi une chasse aussi féroce dans notre pays? Qui étaient ces soi-disant compagnes du diable? Et comment a-t-on fait d'elles des sorcières? Regardez ce reportage de Marianne Nicolier et Cyril Desprats. On en parle ensuite avec l'historien Michel Porret. Que s'est-il passé il y a 500 ans à Dommartin? Quelles forces maléfiques ont submergé ce petit village vaudois pour qu'on trouve aujourd'hui encore des récits ahurissants racontant par le détail des réunions secrètes appelées sectes diaboliques ou encore sabbat des sorcières? Ici, ça s'appelle En plein bois, mais à l'époque, ça s'appelait En Plombeau. Et c'est un des lieux qui a été cité par de nombreuses personnes comme étant un lieu de sabbat. Durant les sabbats, il y avait plusieurs choses qui se passaient. C'est un peu comme un festin. Donc on a de la nourriture qu'on doit manger, un repas, où la viande qu'on mangeait était rarement de la viande animale. On parlait souvent de la viande de bébé. On a des célébrations, des gens qui dansent. On a un côté orgie où il y a des fois le diable qui apparaît, des fois pas, des fois sous forme humaine, des fois sous forme animale, et puis des fois les sorciers entre eux. Maï Hicher est historienne. Elle s'est intéressée à la chasse aux sorcières dans sa région natale, à Dommartin, ce village paysan où l'on n'hésitait pas à s'accuser entre voisins de sorcellerie quand la récolte était mauvaise ou qu'une vache mourait mystérieusement. Je pense que dans une communauté comme Dommartin, où finalement tout le monde se connaissait, c'était facile d'imputer des crimes à quelqu'un qu'on n'aimait pas. Et puis les gens devaient vivre constamment dans la peur, soit d'avoir un membre de sa famille dénoncé, soit d'être dénoncé. Et directement, ça pouvait nous valoir un bûcher. Donc il y avait tellement de conflits et de tensions que les gens devaient vivre dans une forme d'enfer. Nous sommes ici au château de la Tour de Paix, qui est un des lieux qui a servi de salle de tribunal pour des personnes incriminées de crimes de sorcellerie. Les accusés étaient également détenus dans des tours du château et une salle de torture était également aménagée dans un espace du château. Dans la procédure inquisitoire, la preuve par excellence, c'est l'aveu. Le criminel, l'accusé doit avouer ses crimes. Donc l'inculpé n'a pas la liberté de parler, mais il est soumis à une série de questions fermées auxquelles il répond en général par oui ou par non et qui vont être constitutifs de l'accusation. En général, l'accusé est amené dans un lieu spécifique où on a justement une estrapade, où on a aussi des motions de chaises qui enserrent les membres de l'accusé. Donc il est torturé à l'écart, on lui soumet également des questions à l'écart et après il doit revenir devant ses juges pour répéter ce qu'il a avoué sous torture. La torture devait être intolérable. On a des mentions de personnes qui préfèrent avouer avant d'être soumis à la torture. Donc ce qui est intéressant, c'est que la peur de la torture incite également les inculpés à passer aux aveux. J'ai le cas d'un inculpé qui dit à un moment au juge « Je dirai tout ce que vous voulez, j'ai mangé des enfants, j'ai rencontré le diable, je suis coupable de tout ce que vous voulez que je dise. » Le compte-rendu de ces aveux est le seul témoin de la chasse aux sorcières qui a sévi dans le canton de Vaud. Les dépositions sont précieusement gardées aux archives cantonales. On voit des indications marginales qui précisent ce que les juges attendaient. Le fait que les sorciers rendent hommage au diable, qu'ils se déplacent sur des balais. On a les mentions de profanation d'hosties, d'infanticide et de repas de chair humaine. Ce qui est frappant, bien sûr, c'est que la sorcellerie est un crime complètement imaginaire
mais qui donne lieu à une production écrite considérable, des dizaines et des dizaines de pages d'interrogatoires, de procès-verbaux, méticuleusement rédigés, mis en forme, afin de pouvoir prouver la culpabilité des suspects. La torture sert à extorquer l'aveu de crimes invraisemblables. Elle est aussi utile pour chercher des complices, car le sorcier n'agit jamais seul. Il appartient à un complot qui vise à détruire la société chrétienne. Cela explique aussi pourquoi des familles entières ont été décimées. Par exemple, s'appeler Relier ou s'appeler de la Madeleine ou s'appeler Picard, c'était automatiquement mal vu, puisqu'on voit que de père en fils, ils sont condamnés. Comme si on pouvait se transmettre un gène sorcier. On dit les Borgia papes de père en fils. Ado Martin, c'est sorcier de père en fils. Dans le cas des Picards, par exemple, leur nom, c'était Vautais. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les Picards? Parce qu'ils sont venus de Picardie, mais on n'a jamais accepté ces étrangers au sein d'une petite communauté. Et puis, ce qu'on sait de ces gens, c'est qu'ils sont arrivés pauvres. Donc, ils sont venus en Suisse avec très peu de moyens. Et puis, même pas 40 ans après, ils sont devenus les plus puissants de la commune de Sugnan. Donc, cette richesse, c'est incroyable pour les autres qui sont jaloux. Donc, c'est une motivation potentiellement à aller les critiquer, dire qu'ils sont forcément des sorciers, qu'ils ont dû tuer ou voler, manigancer pour avoir autant d'argent. Et il suffit qu'il y ait assez de gens qui le disent, que ça remonte aux oreilles de la mauvaise personne et la procédure pouvait être lancée. Jean-Pierre Mathey est passionné par son histoire familiale. Il y a 7 ans, ses recherches en généalogie révèlent que du sang de sorcière coule dans ses veines. C'est la chair, le sang de ses ancêtres qui m'intéressait. Et naturellement, du sang, j'en ai trouvé. Mais pas sous la forme que j'entendais. Hein. C'était du sang qui a coulé. Enfin, j'étais devant quelque chose, je me disais, mais c'est horrifiant. C'est horrible, cette histoire. Lors de ses recherches, Jean-Pierre Mathey retrouve 2 noms, 2 aïeuls qui ont fini sur le bûcher. Marie Borle et avant elle Suzanne Mathey, accusée à 34 ans de crimes sataniques. Bon, les rencontres avec le diable, puis le sabbat, comme il disait, les danses dans la forêt en groupe, et puis la débauche, et puis d'avoir accepté le diable comme partenaire. Elle a été exécutée en 1634. Le bourreau a été engagé à Bienne, c'était un spécialiste donc. Il est arrivé avec son cheval, son valet, sa hache, et puis sur la place publique. C'est très important de faire ça sur la place publique parce qu'on donne une bonne leçon à la population. Ça m'effraie parce que j'ai l'impression que ça peut revenir. J'ai un sentiment d'insécurité en observant ce qui se passe dans le monde. Que ces choses-là, elles sont d'ailleurs à certains endroits pas du tout, elles sont encore actuelles. Mais chez nous, je dirais que l'intransigeance, l'intolérance est en train de ressurgir et ça fait peur. Bonjour Michel Porret. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève. Vous avez publié un livre qui s'intitule « L'ombre du diable », c'est paru chez Georg. Vous y relatez le procès de Miché Chaudron, la dernière sorcière brûlée à Genève. C'était en 1652. Oui. Peut-être déjà une première chose, on associe souvent la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, à ces superstitions. En fait, c'est à l'époque moderne, à la Renaissance, que l'on a le plus exécuté de sorcières, c'est juste. C'est juste, le film le montre très très bien, la période, l'âge d'or de la répression contre le crime imaginaire de sorcellerie, c'est quelque part entre le 1550, 1620, 1630, et c'est un phénomène européen qui dépasse les
forme de souveraineté, monarchique ou républicaine comme Genève, qui va dépasser toute forme de confessionnalisation. Donc c'est véritablement un processus répressif universel dans l'Europe moderne. Est-ce qu'on sait combien de personnes environ ont été exécutées pour ce crime-là en Europe? Alors il y a évidemment, la Société d'Ancien Régime n'a pas été faite pour produire des statistiques précises. On a évalué à peu près à 120 130 000 procès durant cette période, fin XVIe, début XVIIe siècle. 120 000, 110 000, 130 000, ça dépend un peu des évaluations, les historiens. Et sur ce total de procès, il y a à peu près entre 70 et 80% d'exécutions capitales, sur lesquelles, 7 fois sur 10, une femme est exécutée pour crime de sorcellerie, de maléfice. Et ça, on y reviendra, mais les chiffres évoluent un peu entre la proportion masculine et féminine au cours du temps. Dans le Pays de Vaud, on l'a vu, en rapport au regard de la population de l'époque, 2000 personnes exécutées, c'est énorme. 3000 procès en sorcellerie, à peu près 66% de taux d'exécution. C'est 10 fois plus qu'à Genève. Qu'est-ce qui se passe sur ce territoire-là? Alors, c'est 10 fois plus qu'à Genève, évidemment. Genève est une petite ville. Le Pays de Vaud est un grand territoire rural. Par contre, comme l'a bien montré l'historien américain William Monter, on est dans une région de friction confessionnelle extrêmement forte entre, je dirais, la France catholique, les régions protestantes. Donc ce sont des régions dans lesquelles ce type de conflits, sur des conflits sociaux, prennent une forme extrêmement forte, et ce qui peut expliquer qu'il y a un arc jurassien, lémanique, dans lequel les procès en sorcellerie sont très nombreux. Genève, c'est un peu différent. C'est une ville avec moins de 20 000 habitants à la fin du XVIIe siècle. Le contrôle social exercé par les élites sur la population est beaucoup plus fort. La spécificité rurale, qui est une des spécificités de la chasse aux sorcières dans toute l'Europe, n'existant pas. Donc ça peut expliquer un petit peu le différentiel. Alors, vous l'avez dit, c'est un crime, une chasse à ce crime-là qui dépasse les différences de formes de pouvoir, de confession. Mais voilà, c'est vrai que ça a été particulièrement fort en Suisse romande, ça a été très fort en Allemagne aussi, beaucoup moins en Italie, beaucoup moins en Espagne. Vous dites que ce n'est pas lié à la confession protestante, c'est autre chose qui est en jeu. D'abord, il faut peut-être rappeler que les procès en sorcellerie sont instruits par des juges séculiers. Ce n'est pas l'Église qui poursuit. Ce n'est pas une affaire religieuse. Ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire qui naît effectivement comme une affaire théologique ou religieuse, puisque finalement, lorsque on commence à penser très fortement, notamment à partir de 1486, lorsqu'on va publier Le Marteau des sorcières, qui est le premier grand traité de démonologie imprimé, ça part sur une idée que c'est la dernière grande hérésie, après les hérésies du Moyen-Âge, et qu'il y a une hérésie satanique. Ça, c'est le point de départ. Il y a une peur des élites énorme autour de ce qu'on pourrait appeler une hérésie satanique. Mais lorsqu'on suit, notamment à la période de l'âge d'or de la répression, fin XVIe, début du XVIIe siècle, l'Église n'a rien à voir avec la poursuite des femmes et des hommes incriminés pour procès de sorcellerie, à part de rares exceptions. Et c'est vrai qu'il y a un différentiel géographique très fort en Europe. On est au cœur, et ça explique notamment les chiffres du Pays de Vaud, on est véritablement au cœur de l'endroit où on a beaucoup réprimé des femmes et des hommes pour crimes de sorcellerie. Vous avez évoqué le sud ou les régions méditerranéennes, dans lesquelles d'ailleurs l'Inquisition est beaucoup plus vigilante sur le comportement des mœurs. Et pour les inquisiteurs, il y a des exceptions évidemment, l'hérésie satanique est quelque chose qui passe mal, je dirais, la grille analytique. Parce que dans le Pays de Vaud, en Bourgogne, dans certaines régions de la France, ce qu'on retrouve dans les procès de sorcellerie, c'est toute une série de reproches ou de crimes qui se sont accumulés dans une dénonciation de sorcellerie. Des crimes d'empoisonnement, des affaires où le bétail meurt, des affaires qui peuvent lier des paysans ou des familles sur une problématique de contentieux territorial. Donc il y a énormément de choses qui se mettent ensemble et qui font que finalement, cette accusation de maléfice est une sorte de contentieux composite qui permet finalement de mettre tout et n'importe quoi
pour incriminer une femme ou un homme autour de ce qu'on appelle le maléfice. C'est l'accusation ultime, en quelque sorte. C'est un peu l'accusation ultime. C'est un procès qui, d'ailleurs, va vers une forme d'élimination ultime. J'explique le feu ou la corde, mais la mort. Oui. J'explique très souvent aux étudiants que c'est un cas extrême dans la justice d'Ancien Régime, puisque pour un homme ou une femme accusé de crime de sorcellerie, et lorsque la procédure, par la torture, avec la procédure inquisitoire, avec la recherche de la marque, arrivera à la certitude ou arrivera à l'hypothèse que le maléfice est véritablement fondé, il n'y a pas d'issue hors la mort. Même en confessant le fait d'être une sorcière, il n'y a pas d'issue hors de la mort. Donc c'est vraiment un moment très dur, qui est aussi lié, évidemment, c'est la période de durcissement des souverainetés politiques en Europe. Donc ça joue aussi un rôle. Donc c'est véritablement... Des pouvoirs absolus. Pardon ? Des pouvoirs absolus. Des pouvoirs absolus, que ce soit la monarchie absolue, que ce soit des formes d'autorité aussi absolues comme dans une république comme Genève ou ailleurs. Donc au moment même où il y a un durcissement très fort du politique autour de la souveraineté, eh bien les femmes et les hommes qui ont la malchance d'être pris dans un engrenage de dénonciation, et lorsque la procédure inquisitoire avec son procédé de mise en écriture, on l'a bien vu dans le sujet, de l'utilisation de la torture qui brise les individus, même si certains résistent, eh bien, il y a peu d'issues hors la mort. Oui. Ce durcissement dont vous parlez, c'est celui de l'époque moderne. Au Moyen-Âge, la figure de la sorcière ou la sorcellerie existait, mais on portait un autre regard sur ces hommes et ces femmes que l'on disait sorciers. Il y a quelque chose qui change, évidemment, entre le Moyen-Âge et la période moderne, qui est l'âge d'or de la répression, jusqu'aux années 1680, ça s'effondre à peu près partout en Europe, autour des années 1670-1680. C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui a transformé la culture du mal. Le diable médiéval est un diable un peu père fouettard. Le diable de l'époque moderne, c'est le principe du mal. C'est véritablement, ontologiquement, l'incarnation du mal dans tout ce que ça peut signifier comme dureté, la culture du mal. Donc évidemment, lorsqu'on imagine qu'il y a sur Terre une sorte de secte ou une sorte de cinquième colonne qui est là pour travailler, pour adhérer par le sabbat. Le sabbat est une institution, je dirais, d'inversion de l'Eucharistie. C'est une messe inversée. Tous les gestes du sabbat inversent le culte ou l'Eucharistie. Et donc lorsqu'on pense et lorsqu'on craint qu'il y ait effectivement, il faut prendre cette culture du mal très au sérieux, qu'il y ait des individus qui fassent le pari, finalement, d'être les suppôts du diable plutôt que d'être des fidèles à Dieu, eh bien, évidemment, c'est une peur énorme qui se répand et qui trouve des reconfigurations et des formes, d'exacerbation avec le malheur biologique, avec les conflits sociaux entre les individus, avec l'affirmation toujours plus forte de la souveraineté politique qui se durcit à ce moment-là. Donc tous ces éléments se mettent ensemble pour faire que finalement l'accusation du crime imaginaire aille à son terme lorsque quelqu'un est dénoncé et lorsqu'on arrive à démontrer, lorsque les juges séculiers arrivent à démontrer que l'hypothèse est peut-être vraie ou que l'accusation a quelque chose de vraisemblable. Vous parlez du malheur biologique, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des pics de répression de la sorcellerie qui coïncident avec des pics de peste. Des pics de peste, des pics de famine, des pics de mortalité d'enfants, beaucoup de pathologies qui ne sont pas expliquées avec des termes rationnels qui sont peut-être les nôtres à partir du début du XVIIIe siècle. Donc on impute le mal de la nature, le mal peut-être organisé d'une façon providentialiste, à des femmes et des hommes qui auraient cette capacité absolument étonnante, c'est d'intercéder pour le mal, et en intercédant pour le mal, le diriger sur d'autres personnes de la communauté. Et on l'a théorisé, ce mal, parce que vous parliez du marteau des sorcières, ce premier grand traité de démonologie. C'est là, dans ces traités, que des théologiens expliquent, construisent ce crime de sorcellerie. C'est là qu'on dit que les sorcières vont au sabbat en volant sur un balai, ils mangent des enfants, copulent avec le diable. Comment ça s'est construit, ça ? Alors évidemment, la culture démonologique est terriblement compliquée. Elle ne naît pas avec le marteau des sorcières, elle se radicalise avec le marteau des sorcières, car c'est le premier traité qui va utiliser la grande invention de la Renaissance qu'est l'imprimerie pour répandre... 30 000 exemplaires. 30 000 exemplaires pour répandre la peur du mal. Il y a toute une tradition démonologique qui va durer jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et pour le dire très rapidement, c'est une littérature qui matine trois choses.
un discours des pères de l'Église empli de misogynie sur le péché originel qui est incarné dans la femme, ça c'est un élément. L'idée qu'il y a peut-être effectivement une ultime forme d'hérésie, qui serait l'hérésie satanique, et puis toute une série d'éléments qu'on pourrait qualifier comme une tentative de reprise en main morale des comportements mal confessionnalisés ou qui seraient à l'extérieur des canons religieux. Donc la littérature de démonologie va condenser, je dirais, tout un contentieux religieux, moral, social, pour en faire un idéal type qui est le maléfice. Et tout ça, on y croit. Enfin, ces sabbats, ces orgies, les gens y croient. Alors le sabbat, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est une construction des démonologues. C'est un endroit dans lequel les sorcières et les sorciers se retrouvent pour porter allégeance au diable. C'est une allégeance qui est charnelle, c'est une allégeance qui est morale, c'est une allégeance qui est théologique, mais théologique inverse, puisqu'en revenant du sabbat, lorsqu'on est devenu un suppôt du diable, on a la capacité de déclencher la puissance du mal dans la communauté. Maintenant, la croyance au sabbat, c'est très compliqué. Quelqu'un comme Jean Bodin, qui est un des grands théoriciens de la souveraineté moderne, qui est une des grandes intelligences de la Renaissance, écrit le livre le plus important sur l'État moderne de la République, et écrit un des livres les plus désespérants sur la possibilité qu'il y ait parmi nous des suppôts du diable qui sont capables d'intercéder pour le mal. Et d'ailleurs, Jean Bodin fait quelque chose d'extrêmement intéressant, qui va durcir l'incrimination, puisqu'il va en faire le modèle type du crime de lèse-majesté contre Dieu, contre le roi et en même temps contre la société. Donc finalement, c'est un contentieux qui cumule tout ce qui est intolérable pendant un siècle à l'époque moderne. Le problème de la croyance, évidemment, est très compliqué. Il y a des intellectuels, surtout des hommes et des médecins, comme Jean Vire, par exemple, qui est un des premiers qui va essayer de déconstruire. Mais les démonologues continuent d'écrire des traités dans lesquels, notamment, il y a certains démonologues dans le Jura, pas loin d'ici, qui continuent d'écrire des textes en dénonçant l'ennemi du genre humain qui serait parmi nous. Le marteau des sorcières, c'est aussi le tournant qui va féminiser cette chasse aux sorcières. C'est à partir de là que véritablement, le sorcier, c'est plutôt féminin. La figure de la femme sorcière, effectivement, est dans le marteau des sorcières, mais il y a aussi dans les traités de démonologie quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui est une catégorie générale, le sorcier. Le sorcier pouvant être une femme ou un homme, comme le criminel au XIXe siècle ou au XXe siècle, ou l'homme criminel pouvant être un homme et une femme. Mais ce qui est tout à fait indiscutable, c'est que la tradition démonologique, je dirais, syncrétise tout le discours, je dirais, sur le péché originel à partir de la fondation des textes bibliques. 70% de victimes féminines, on l'a dit, dans cette chasse aux sorcières, d'accusés. Aujourd'hui encore, il y a une réinterprétation de cette figure de la sorcière. Et aujourd'hui, il y a aussi des femmes, des féministes qui la réinvestissent et lui donnent un autre sens. Je vous propose de regarder quelques images et puis on en parle juste après. Paris, 12 septembre 2017. Des dizaines de milliers de Français descendent dans la rue pour manifester contre la réforme du Code du travail. C'est aussi le jour choisi par un mystérieux collectif pour rendre publique sa naissance. Le Witch Bloc Paris, mouvement féministe, anarchiste et anticapitaliste, lutte pour les droits des travailleurs du sexe et des personnes LGBT. Quelques jours plus tard, les sorcières anonymes du Witch Bloc descendent à nouveau dans la rue pour manifester pour le droit des femmes à l'avortement. Les sorcières françaises s'inspirent de l'organisation américaine Witch, acronyme anglais pour Complot terroriste international des femmes de l'enfer, un mouvement féministe né dans les années 60. Dissous durant presque 50 ans, Witch renaît de ses cendres en 2016 à Portland, où le collectif organise des manifestations dans l'espace public. Plus politique que religieux, Witch s'attaque aux inégalités sociales et au système patriarcal de suprématie blanche qui les perpétue. Avec l'élection de Donald Trump, Witch rejoint toutes celles qui invoquent la puissance féminine et mystérieuse des sorcières et jette toutes sortes de sortilèges au président américain. I believe demons like to have this ceremony because then they can start fresh and you're fired,
You're fired. You're fired. Ha, ha, ha. On voit que ces néo-sorcières, Michel Porret, remettent en question le pouvoir en place, hein, en quelque sorte. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les sorcières, à l'époque, c'était des femmes qui dérangeaient le pouvoir, ou c'est un anachronisme? Donc là, on aurait besoin de plusieurs heures d'émission pour répondre Oui, il vous reste 2 minutes. très précisément à cette question. D'abord, ce qui est intéressant avec ce type de reconstruction, qui est né dans les années 70, par exemple, avec la revue Sorcière, c'est la fabrication d'un imaginaire égalitaire, libertaire, qui va se déplacer sur la figure de la femme accusée de sorcellerie. Maintenant, on a 2 réponses. Si on avait interrogé Michel Chaudron en 1652 pour lui demander « Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que tu as l'impression de déranger le pouvoir politique en place ?», je pense qu'elle n'aurait pas compris la question. Maintenant, on peut effectivement être dans une perspective qui est très à la mode maintenant, qu'on appelle une perspective présentiste, de demander pardon au passé, de projeter sur le passé des questions contemporaines d'égalité. Et alors, on comprend évidemment que la figure de la femme sorcière, qui est une figure finalement, qui est une figure désespérante, qui est une vaincue de l'histoire, puisse offrir la projection de cet imaginaire qui se veut être réparateur aujourd'hui des inégalités. Mais en faire, je dirais, une femme qui, au milieu du XVIe siècle, milite ou s'élève ou est une militante politique contre les pouvoirs établis, je ne pense pas. Ce sont des femmes, des paysannes, hein, des ouvrières, des paysannes, des vagabondes. Des guérisseuses, des parfois. Guérisseuses. Quelquefois, elles sont traînées devant les tribunaux par d'autres femmes parce que, justement, à un certain moment, elles ne veulent plus être guérisseuses. Donc, il y a une projection anachronique, mais il y a aussi quelque chose de très contemporain et qu'il importe de bien comprendre, c'est-à-dire que c'est un imaginaire politique, c'est un imaginaire social, et cet imaginaire politique et social a besoin de cette figure, qui est une figure, je dirais, de vaincu. Donc, les gens vaincus aujourd'hui par le système économique peuvent aller chercher, et c'est tout à fait légitime dans le passé, des femmes ou des hommes qui auraient été vaincus par le système du passé. Une dernière question, Michel Porret. On a entendu dans le premier reportage M. Matet dire « Moi, ça m'inquiète quand même de sentir un climat aujourd'hui qui pourrait laisser penser que la chasse aux sorcières, une forme de chasse aux sorcières pourrait revenir. » Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend que mettons dans le terme chasse aux sorcières. C'est revenu très fort aux États-Unis dans les années 1950, lorsque l'administration a commencé de traquer les compagnons de route du communisme aux États-Unis. On a appelé ça chasse aux sorcières. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut reproduire sur des formes, je dirais, de discrimination qui se reconstruisent. Par exemple, la plus forte en ce moment, certainement, qui est en train de réémerger, c'est la discrimination des pauvres et des inutiles au monde. Et on peut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à une chasse aux sorcières, mais je dirais toute période et chronologie avec beaucoup de prudence. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée, exactement. Merci beaucoup, Michel Porret, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, vous découvrirez le projet d'un compagnon charpentier qui a racheté une église à l'abandon en France, à Tourcoing, pour en faire un lieu d'accueil culturel et solidaire. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine.